Je suis Oriane, éducatrice de jeunes enfants, accompagnante parentale et postpartum, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast Le village de la parentalité. Un podcast qui donne la parole aux mamans, aux papas et aux professionnels qui gravitent autour de la périnatalité et de la parentalité. Ici, je vous partagerai aussi des tips du quotidien de parents, des réflexions sur des sujets autour de la parentalité et de la petite enfance, sans oublier mon propre parcours de la maternité. Pour en savoir plus sur le pourquoi de mon podcast, je vous invite à écouter le tout premier épisode. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous y abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes, à le partager et à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Tout ça va soutenir grandement mon travail et je vous en remercie. Allez, assez papoté, il est temps pour moi de vous laisser écouter le prochain épisode. Belle écoute! Aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir accueillir à mon micro Charlène, une super maman d'un petit garçon Timothée, entouré de 2 poilus, je ne compte pas le papa dedans, et de son chéri. Elle va nous partager un bout de son parcours de femme, de mère et de professionnelle. Pour la petite histoire, Charlène est rentrée dans ma vie lorsque j'ai souhaité monter une MAM en 2018. Et depuis, c'est une amie qui m'accompagne dans toutes mes traversées du quotidien. Charlène, bonjour. Salut. Bienvenue dans le podcast Le village de la parentalité. Comment tu vas ? Eh bien, bien, même si j'ai peu dormi. Je vais bien aujourd'hui. C'est un bon jour. C'est un bonjour parfait. Alors du coup, on va démarrer de suite. Est-ce que toi, tu peux te présenter en tant que femme, en tant que mère et en tant que professionnelle ? Moi, je suis une jeune femme de 28 ans déjà. J'ai plusieurs passions dans ma vie, dont la danse, le montage vidéo, le scrapbooking, même si j'ai moins le temps d'en faire. Je suis maman donc d'un petit garçon de 5 ans. Je suis restée avec lui pendant 3 ans. Donc il y a eu 2 ans à la maison et 1 an à la MAM du coup. Et voilà, après il est parti à l'école quoi. Donc pas le choix en fait. J'ai un chéri depuis 11 ans. Oh, voilà, 11 ans déjà. Et donc notre bébé, c'est un bébé surprise du coup qu'on a eu ensemble quand ça faisait 6 ans qu'on était en couple. Et ensuite, je suis du coup vidéaste depuis 1 an et je me suis lancée pour vivre de ma passion. Merci. Alors du coup, vu que tu parlais quand même de Timothée, est-ce que tu peux nous dire à quel moment dans ta vie tu t'es dit « c'est sûr, je vais être maman » ? En fait, je me suis toujours dit, parce que la société, et je pense que comme il est arrivé par surprise quand j'avais 22 ans, j'ai pas tellement eu le temps de me demander si vraiment je voulais un enfant ou pas. Donc non, en fait après, moi j'étais vraiment la petite fille quand même stéréotypée, on va dire, qui joue aux poupons, aux Barbie, qui s'est toujours dit, moi quand je serai grande j'aurai une maison, un chéri et des chiens et un enfant. Enfin voilà, vraiment la base on va dire quand on est... éduquée voilà, dans la société actuelle quoi. Et non, mais du coup je m'étais jamais posé la question, c'était sûr que j'en voulais un. Mon chéri, je l'ai rencontré quand j'avais 16 ans et c'était sûr pour lui aussi qu'on aurait un enfant un jour. Et du coup quand j'ai su que j'étais enceinte du coup alors que c'était imprévu, au début en fait ce qui nous a gêné c'était surtout le regard de nos parents parce que moi j'avais pas fini mes études. En fait une fois qu'ils l'ont su et qu'ils l'ont pas tant mal pris que ça, on s'est dit en fait on voulait un enfant quoi. Donc let's go quoi. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus si tu le veux bien de cette arrivée surprise ? Oui. Comment ça a pu vous chambouler, toi te chambouler aussi en tant qu'étudiante, tu nous as dit. Ouais. Du coup donc moi j'avais 22 ans et lui 25. J'avais un stérilet cuivre du coup à l'époque depuis 1 an. J'étais très fatiguée pendant quelques jours, en fait j'étais hyper fatiguée et puis au bout d'un moment je me suis dit mais ça fait combien de temps que j'ai pas eu les règles ? Ça fait quand même plus longtemps que d'habitude, donc j'ai regardé un peu mon calendrier, j'étais là ah oui j'ai 2-3 jours de retard, d'habitude je suis hyper réglée donc bizarre. Et en fait, du coup, plus ça allait, plus je me disais, plus ça allait les heures, parce que c'était, à partir du moment où je me suis posé la question, ça a été plutôt une question d'heures avant que je fasse le test, de jours, mais très peu de jours, quoi. Et donc j'ai commencé à me dire, peut-être que je suis enceinte, mais c'est bizarre, on n'y pense pas, parce que du coup, c'est tombé un week-end où c'était l'anniversaire de Flo, mon chéri.
Et moi j'organisais son anniversaire surprise, donc en fait j'avais beaucoup de choses à gérer. Du coup j'ai fait bon, on verra lundi. Voilà, le samedi soir on a fait la fête. Pendant la soirée je me souviens avoir dit à ma meilleure amie je sais pas, j'ai un petit doute, je crois que je suis enceinte. Puis après j'ai continué à faire la fête. Le dimanche est passé, j'étais extrêmement fatiguée, mais bon voilà, on avait fait la fête, donc voilà, je me disais pas que ça avait un lien. Le lundi c'était très très dur au boulot, du coup j'étais apprentie, donc je travaillais dans une crèche à ce moment-là, et donc je pensais qu'à ça. Et du coup j'avais parlé de mes doutes à mon chéri, donc le dimanche il m'avait dit demain voilà, on n'attend pas quoi, on va acheter un test, parce que du coup j'avais toujours pas les règles, hein, donc j'avais plus de 4 jours de retard. Du coup j'ai débauché à 15h, direct je suis rentrée et j'ai fait le test, donc j'étais dans mes petites toilettes, et mon chéri était de l'autre côté, et les barres elles se sont affichées direct. Du coup, j'ai dit, faut attendre combien de temps déjà pour être sûr? Il était là, mais pourquoi il y a quoi dessus? Non, mais attends, d'abord lis la notice. Voilà, il y avait 2 barres, quoi. Et du coup, je suis sortie, voilà, je lui ai dit, je suis enceinte, quoi. Donc, je lui ai montré. Donc là, c'était... Bon, moi, j'ai commencé direct à pleurer à ce moment-là parce que il y avait un peu un tout. Il y avait, en fait, l'émotion. J'ai pleuré parce que j'avais peur. Et puis, en même temps, je me suis de suite dit, si on le garde, je veux pas avoir un souvenir négatif de cette annonce. Donc du coup, j'étais quand même contente en fait. Enfin, c'était un mélange un peu bizarre. Et après, ce qui est venu, dès que je lui ai donné le test et qu'il regardait la notice, c'était ah merde, et comment on fait si on n'est pas d'accord quoi. C'était le premier truc en mode, et si lui en fait il veut pas et moi oui, ou l'inverse, ou voilà. Donc plus dans ce sens-là, parce que du coup, j'ai assez vite accepté quand même dans ma tête, je pense que voilà, j'étais enceinte et ça allait se faire quoi, mais je me suis dit jamais on s'est dit que ça allait être maintenant, donc comment lui il va réagir et tout. Donc sur le coup on s'est pris dans les bras, lui il a pleuré aussi. Après il est sorti fumer, donc je me suis retrouvée toute seule. Donc là du coup je me suis lâchée, j'étais là mais c'est fou, je faisais que dire ça à moi, je savais c'est pas possible, mais c'est fou, mais comment, et j'étais là mais j'ai un stérilet quand même, enfin c'est fou quoi. Et alors du coup là est venue la question de, et si c'est une grossesse extra-utérine et que c'est dans les trompes, et depuis combien de temps je suis enceinte, et est-ce que c'est dangereux, donc il y a aussi toute cette peur là. Donc là le premier truc, parce que du coup on était submergés tous les deux par l'émotion, donc le premier truc c'est j'ai dit je vais appeler la crèche, leur dire que je vais pas bosser demain, que je prends un jour de congé, enfin comme j'étais apprentie je comptais pas dans l'effectif, donc c'était assez pratique pour ça. Et du coup je me souviens que ma directrice, j'étais hyper dans l'émotion, donc voilà, mes phrases elles ressemblaient à rien, je parlais comme ça. Excusez-moi, dommage je vais pas pouvoir venir. Et du coup elle était là mais c'est grave, et moi j'étais là je peux pas dire oui parce que non c'est pas grave, et du coup j'étais là mais ça dépend comment on le prend, et du coup elle m'a dit bon j'ai compris. Direct. Bon y a pas de souci, on se rappelle demain Charlène, pour après-demain tu nous tiens au courant. Voilà, juste après on a pris rendez-vous avec la gynéco et on a eu un rendez-vous d'urgence parce qu'au téléphone on a dit qu'on savait pas si on allait le garder ou pas quoi, donc elle a dit urgence, demain vous venez et tout. Pour la petite anecdote, ce qui était drôle c'est que c'était rendez-vous chez gynéco, donc on a attendu, enfin je dis ça comme si c'était partout, mais je crois que c'est quand même assez souvent chez les gynéco. On a attendu 1h30 dans la salle d'attente. Et du coup, il y avait plein de petits flyers, et il y en avait un qui était plus gros que les autres où il y avait écrit stérile et cuivre, pensez-y, 99% de risque. Et du coup, à la feuilleton, c'est vraiment des bâtards. Ça, c'était la petite anecdote drôle. On l'avait gardé en souvenir. On avait un cahier, c'est vrai que on le remplit plus maintenant, mais on avait un cahier de couple où on mettait, quand on allait au cinéma, quand on faisait des sorties, on écrivait des petits mots pour nos anniversaires et tout. Et du coup, on l'avait mis dans le cahier, ce truc-là. Enfin bref. Et du coup, en fait, la gynéco nous a posé 2-3 questions. Et en fait, assez vite, on s'est dit que ça allait le faire, en fait, parce que du coup, elle nous a dit, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Ça faisait déjà 6 ans. Vous travaillez tous les deux ? Oui. Vous habitez ensemble ? Oui. Alors qu'est-ce qui vous met le doute ? Et en fait, on n'arrivait pas trop... Enfin, en fait, c'était vraiment le fait d'être surprise, quoi. On était là, c'est parce que là, on n'avait pas pu... Enfin, moi, du coup, c'était ma dernière année, donc... je savais pas exactement comment ça allait tomber pour le jour de l'accouchement par rapport à mes examens et tout. Et du coup, j'avais pas encore pu parler à mon école, donc j'étais là, je sais pas, est-ce que je vais pouvoir finir mes études ou pas. Enfin, donc c'était plus ce côté-là. Et du coup, elle m'a dit, mais si, là, elle m'avait dit, la gynéco, si là, il y avait toutes les solutions, en gros, qui étaient toutes trouvées et que tout allait bien, qu'est-ce que vous voudriez faire ? Et du coup, on avait dit, ensemble, je pense qu'on voudrait le garder, quoi. Enfin,
Donc voilà, et juste après, du coup, je sentais Flo encore un peu sur la résistance quand même, bon, ce qui est normal, hein, ça faisait que 24 heures qu'on le savait. Et du coup, on est allé chez ses parents. Donc sa maman travaillait pas et son père il était entrepreneur, donc du coup on savait qu'à cette heure-là on allait les trouver tous les deux chez eux quoi. Et du coup on l'a dit en premier à sa mère qui était hyper contente et du coup on était là non bon c'est pas sûr on va le garder soyez pas trop contente. C'est super drôle. Calmez-vous. Du coup bah, là lui ça l'a rassuré et son père, je pense que c'est son père pour lui qui était le plus dur. Enfin, il savait pas s'il allait avoir de la fierté ou pas dans son regard. Et en fait, son père, ça a été vraiment chill, quoi. Il était là, oh bah c'est super. Ok, du coup on avait fait toute une montagne. Et donc, du coup, bah là, c'était vraiment en mode, il se projetait de ouf en tant que grand-parent. Donc on était là, ok, alors là, maintenant, faut pas les décevoir. Si jamais, finalement, on veut pas le garder. Et puis après, il restait ma famille. Et là, alors moi, ce qui me stressait le plus, c'était ma maman. J'avais peur de la décevoir, mais c'était plus dans le sens où j'avais peur qu'elle ait peur pour moi, parce qu'elle était du coup une maman très inquiète quand même, sur beaucoup de sujets différents. Et du coup, là, je me suis dit, elle va être inquiète, et du coup, et puis aussi, pour elle, déjà, c'était tout allait trop vite, quoi. Enfin, je savais que le fait que j'aménage avec Flo, ça avait déjà été une étape, et c'était récent, ça faisait même pas 6 mois qu'on habitait ensemble, du coup, finalement. Donc ça faisait déjà une grosse étape et tous les gros changements dans ma vie, je sais que ça lui faisait quand même un pincement au cœur en tant que maman. Et là je me suis dit waouh, et là je vais être maman quoi, enfin, ça va être dur pour elle. Et bon bah ça a été dur pour elle, mais elle a pas mal réagi en mode non mais t'es trop jeune, non mais t'as pas fini des études. Enfin, c'est juste qu'elle a été là en mode ouf, ok. Donc au début elle savait pas trop quoi dire et tout. Moi du coup j'ai vite précisé que j'étais sous stérilée, hein, c'est pas de ma faute, hein. On a pas fait exprès, ok. Mon père, lui, il était trop content. Mon père, il était là en mode déjà gaga et tout. Mon frère aussi, il était super content. Et ma mère, je pense qu'elle a vachement accusé le coup. Et du coup, on est sortis dehors pour prendre l'air et tout. Et là, elle s'est mise à pleurer. Elle était là, je suis désolée, je veux pas mettre des ondes négatives. Et du coup, je lui dis, bah non, voilà, normal, t'as le droit d'avoir des émotions, quoi. Donc, et du coup, en fait, une fois que nos parents le savaient, là, ça a été vraiment... en fait, on est sûr, quoi. On est sûr qu'on veut le garder. C'était vraiment la peur de leur jugement à eux en particulier. Et puis, en fait, on s'est vachement vite fait à l'idée, quoi. Enfin, en fait, en 2 jours, on s'est dit... Ok, là, on est plus parti pour avoir envie de le garder. Mais par contre, on était très au clair sur le fait que, voilà, ça allait être... énorme quoi, enfin que ça allait pas être juste on n'adopte pas un chat quoi, enfin ça allait être pour 18 ans et plus. Et que voilà, financièrement, ben, voilà, ça allait être un peu le why parce que moi, l'apprentissage, il allait pas être éternel. Et aussi, le gros soulagement, c'est quand je l'ai dit à l'école. Du coup, à l'école de JE, d'éducatrice de jeunes enfants, je suis allée voir donc ma formatrice et en fait, j'étais comme ça en mode... qu'est-ce qu'elle va dire Et en fait, elle a eu une super réaction, elle était super contente. Et donc, moi, je lui ai dit, je suis censée accoucher en mai. Et les examens sont en mai et en juin. Du coup, on fait comment ? Elle m'a dit, non, mais ça, il n'y a pas de souci. Il y a toujours des... En fait, souvent, ils font des sessions pour, au cas où, quand les gens sont malades au moment de l'examen ou ont eu un accident ou un décès dans leur famille. Et du coup, elle m'a dit, vous allez juste rentrer dans ce cadre-là, quoi. Au final, j'étais la seule du département, donc du coup, j'étais toute seule à passer l'examen en septembre. Mais bon, voilà. Mais du coup, j'avais quand même pu rendre tous les trucs de devoir continu. Donc le mémoire et tout, j'avais tout rendu avant. Et j'ai vraiment eu Timothée pendant les examens, quoi. Enfin, genre les examens commençaient et voilà. J'étais à la maternité, quoi. Et alors justement, cette grossesse-là qui est quand même un peu particulière, pendant tes études, comment tu l'as traversée cette grossesse-là ? Est-ce qu'elle s'est bien déroulée ? Est-ce que tu as réussi à en profiter aussi, mine de rien, vu que tu étais quand même prise par ta 3e année ? Alors, les 3 premiers mois, c'était l'enfer. Vraiment, c'était l'enfer. J'ai été malade tout le temps. J'avais l'impression d'avoir une gastro continue. Voilà, c'était génial. Je vomissais. En fait, c'était horrible parce que moi, j'ai envie de vomir de base. Si je petit déjeune pas, j'ai envie de vomir. Et là, en fait, quoi qu'il arrive, je vomissais. Du coup, en fait, je mangeais des trucs faciles à vomir parce que je savais que j'allais vomir, quoi. Ah oui. Voilà. Okay. C'était génial. Du coup, j'ai perdu 10 kilos les 3 premiers mois. Pas mal. Paradoxal. J'aurais voulu le faire, je l'aurais pas fait, quoi. C'était très dur aussi parce que du coup, là où je bossais, c'était pas prévu non plus pour l'équipe. Et du coup, j'étais très très fatiguée, beaucoup malade. Je faisais beaucoup d'allers-retours
aux toilettes. J'étais aussi souvent absente parce qu'il y avait vraiment des moments où c'était comme une gastro, donc clairement je pouvais pas m'occuper des enfants, quoi. Donc j'ai eu par exemple 2 semaines d'arrêt d'affilée. En fait, dès que je revenais, je repartais en arrêt, c'était horrible. Et en fait, des fois, je pensais vraiment que j'avais la gastro, quoi. Des fois, parce qu'il y avait aussi des épidémies, et c'était au mois d'octobre, par là. Et du coup, il y avait aussi des épidémies à la crèche, donc des fois, je savais pas. J'étais là, est-ce que c'est la grossesse, est-ce que c'est la gastro? Enfin, voilà, je savais pas. Et du coup, pour l'équipe, c'était un petit peu dur. Enfin, c'était un peu dur par rapport à l'équipe, parce que des fois, je me prenais des petites réflexions qui, je pense, c'était pas contre moi, mais... que je me prenais quand même, et ben voilà, j'avais 22 ans et tout. Voilà, il y avait des petits discours. Alors en fait, c'est que chacune avait son petit truc, mais le tout combiné, je me disais en mode ouais, en fait, je suis mal vue parce que je suis enceinte, quoi. Enfin, j'avais vraiment ce ressenti-là. Et peut-être que c'était infondé et tout, mais voilà, il y avait pas mal de trucs. Voilà, il y a par exemple des personnes qui m'ont dit ah, ben si t'es fatiguée, faut te mettre en congé. Ben non, je me mets en arrêt du coup. Ou alors j'ai eu ah ben moi c'est bizarre, c'est vrai qu'on est vraiment très différentes parce que moi j'ai jamais eu ça quand j'étais enceinte. Du coup quoi, je suis en train de mentir ou voilà. Et plusieurs fois par jour quoi, donc vous donne c'est compris, je fais pas exprès en fait. Voilà. Donc bon, du coup les 3 premiers mois c'était dur autant physiquement que émotionnellement par rapport à ce qui se passait. J'avais aussi d'autres problèmes à ce moment-là dans cet endroit autre que la grossesse, mais du coup c'était assez chaud. 2 ou 3 fois par mois j'avais cours à Bordeaux du coup, parce que mes études c'était à Bordeaux, donc je faisais la route. Passé les 3 mois, ben après ça a été vraiment un long fleuve tranquille, vraiment jusqu'à la fin. J'ai vraiment kiffé être enceinte à partir du 2e trimestre du coup. C'était très cool, j'étais très contente de l'annoncer aussi à tout le monde. Enfin, voilà, ça me mettait trop en joie quoi, de faire les annonces. On avait fait des annonces particulières pour chacun de nos amis, familles. Donc la plupart on les a filmées, sauf celle de la famille de Flo, qui c'est dommage d'ailleurs parce que tout le monde était super ému, mais non, c'était chouette. Ma famille à moi, j'avais fait genre que je prenais une photo de famille et je leur ai dit, et j'étais en train de filmer, du coup j'ai toute leur réaction, la tête de tout le monde, c'était trop bien. Mes copines d'école, je leur avais fait deviner en faisant un time's up, en faisant des mimes et tout. Enfin, non, franchement c'était très cool. Et du coup on l'a super bien vécu tous les deux. Enfin non, je dis ça, mais non. Enfin, moi je pensais que oui, mais après j'ai su que non pour lui. Mais moi en tout cas, j'ai super bien vécu. Flo, il m'a accompagnée à chaque rendez-vous gynéco. Et du coup, comme j'étais suivie à la clinique, j'avais un rendez-vous par mois. Du coup, il était là à chaque fois. On a eu une sage-femme qui était très chouette au niveau de son accompagnement. Elle avait vraiment une façon plus humaine que ce que j'avais pu voir avant, donc franchement c'était très cool. Elle donnait beaucoup de conseils aussi, méthode naturelle et tout, donc ça nous plaisait beaucoup. Donc du coup dans la grossesse hyper serein, franchement pour moi ça a été. Mais j'ai su plus tard du coup que lui il avait eu par contre pas mal de pensées parasites ou alors je sais pas trop comment l'expliquer parce que c'est pas moi qui l'ai vécu, mais il avait pas mal de pensées parasites qui faisaient qu'il n'arrivait pas vraiment à profiter en fait, et qu'il était souvent anxieux. Et ça je l'ai su après parce qu'il m'en avait pas parlé pendant la grossesse. D'accord. Ouais. C'était quoi comme type de pensée parasites? Il avait peur de faire des bêtises, de péter un câble. Voilà, il avait un peu comme des idées noires, mais il n'arrivait pas à s'expliquer, donc du coup ça lui faisait peur en fait. Et du coup il m'en avait pas parlé. On en a parlé plus tard. D'accord. Ouais. C'est pas forcément des peurs en lien avec est-ce qu'on va y arriver financièrement, non, pas du tout. C'était vraiment lui envers son enfant. Ouais. Ou même envers moi en étant enceinte, il faisait des cauchemars. D'accord. Pourquoi voilà. Ça, il t'en a parlé après? Je sais plus comment c'est venu. Je crois que c'est quand on a un autre couple d'amis qui attendait un bébé. Et en fait, du coup, il en a parlé avec le futur papa en mode peut-être que toi aussi ça va te faire plaisir. Moi j'étais là, je savais pas qu'il y avait eu ça. Et du coup, voilà, un soir on en avait plus parlé et il m'avait dit franchement j'étais oui, effectivement quoi. C'est chaud. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir les avis des papas aussi. Pour ça qu'il y a des papas qui veulent se faire interroger, c'est bien. Parce que peut-être à la différence de nous, et encore je sais pas, mais on a cette capacité où on parle un petit peu plus que les papas, on partage un peu plus, voilà. Et du coup c'est dommage parce qu'il devait se sentir seul en tout cas, de se dire je ressens tout ça, est-ce que je suis pas fou, est-ce que... Ouais, ce qu'il m'a dit, que du coup limite il était content que notre pote du coup soit dans cette situation aussi parce qu'il pouvait le partager à quelqu'un quoi. Même c'était après coup, mais bon. Au moins c'est sorti. Ouais, sorti, grave.
Et puis Timothée est arrivé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, parce que dans les échanges que j'ai pu faire sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui ressortent sur les premiers jours à la maternité, en fonction de comment chacun l'a vécu. Oui. Donc j'aimerais bien un peu avoir... toi c'est dans une clinique privée, pour resituer. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu ces premiers moments? Est-ce que tu as été bien accompagnée? Qu'est-ce qui t'a manqué? Ou est-ce qu'au contraire, il te tardait vite de rentrer chez toi? Dis-nous un petit peu. Alors, du coup, comme ma grossesse s'est bien déroulée, que j'ai été très bien accompagnée par le corps médical, la gynéco, etc., je me faisais zéro souci sur ce qui pouvait se passer au moment où il allait naître, et je me suis pas renseignée plus que... En fait, il y a des choses que je savais que je voulais, mais je me suis pas plus renseignée que ça sur le sujet, parce que je me suis dit, déjà, la nature fait bien les choses, et puis je serai entourée, quoi, donc ça va le faire, voilà. Et donc, quand j'ai commencé à avoir les contractions, on avait été très très bien préparés par notre sage-femme. Du coup, mon chéri était super serein, il a vraiment géré vraiment très très bien. En fait, j'avais de l'homéopathie à prendre et tout. Du coup, c'est lui qui me donnait aux heures et tout l'homéopathie, parce que moi, je pensais à autre chose, n'est-ce pas? Et du coup, en fait, on a pris notre temps, le début. Enfin, en fait, en soi, l'accouchement, ça s'est très bien passé. Mais il s'est passé des choses quand même. Oui, il s'est pas passé des choses plutôt. Du coup, ça a commencé vers minuit et jusqu'à 3h, on est resté chez nous. J'ai pris 2 bains, on s'est mis la musique, c'était très cool. C'était vraiment un moment, la bulle, quoi. Franchement, c'était très cool. Malgré les contractions et le début de la douleur, mais franchement, c'était gérable et tout. Après, quand ça commençait à s'intensifier, on avait quand même une demi-heure de route, donc on s'est dit, on va prendre un petit peu d'avance parce qu'on ne sait pas trop si ça peut s'accélérer ou pas. La route, c'était horrible. Tous les virages, je croyais mourir à chaque fois. Je me disais, mais tu vas trop vite. Et t'es là, mais je vais à 20. Ah ouais, va plus vite alors, parce que c'est long. Donc ça n'avait aucun sens. Du coup, on rigolait, je lui gueulais dessus en même temps. Voilà. Et puis, on est arrivé vers 3h30 du matin. On ne trouvait pas l'entrée des urgences. Du coup, on a fait le tour de l'hôpital et moi, j'étais comme ça, sur les poteaux. Attends, pause. Bon, finalement, on a trouvé. On s'était trompé d'entrée et tout. Finalement, on arrive. Donc là, touring, il vérifie le col, tout ça. Et elle me dit, vous êtes qu'à 2. Donc là, vous pouvez peut-être revenir chez vous et tout. Moi, j'étais comme ça. Revenir chez moi ? Non, je peux pas du tout revenir chez moi là maintenant. Du coup, on lui dit, là, on a quand même une demi-heure de route. Et puis franchement, moi, en fait, elles ont commencé, c'était déjà toutes les 5 minutes, dès minuit. Il n'y a pas eu genre une toutes les heures et tout. Moi, ça a été direct la première contraction, 5 minutes après la deuxième contraction. Et après, c'était comme ça. Et quand ça a commencé le plus fort, du coup, on est venu à la maternité. Mais je me suis dit, non, enfin là, j'ai l'impression que ça va aller vite, quoi. Donc, et donc, elle me dit que non, ça va pas du tout aller vite. Que j'en ai pour longtemps, voire la journée. Alors que moi, je pensais que la nuit allait suffire, quoi. Dans ma tête, j'étais là... Quoi ? Encore une... Là ? Parce que là, je veux aller dormir, moi. J'en ai marre, en fait, déjà. Et du coup, là, ça m'a vraiment stressée. Je me suis dit, elle m'a donné du Spasfon ou Doliprane, je sais plus, pour voir si ça stoppait les contractions. Du coup, j'étais morte de rire. J'étais là, mais n'importe quoi. Du coup, je râlais quand elle était sortie chez les Coréens, j'étais là en mode, mais genre, ça va quoi, ça va arrêter les contractions. Ouais. Du coup, on parle ensemble et tout. Et là, en gros, elle nous dit, vous habitez à une demi-heure, donc je vais pas vous faire revenir chez vous. Mais le problème, c'est que là, la maternité, cette nuit, elle est blindée. On a 8 femmes qui vont accoucher. Il n'y a plus aucune chambre de maternité de disponible. Du coup, je vais vous installer dans une salle à côté des salles d'accouchement, dans une salle de monitoring. Vous serez que tous les deux dans cet étage-là, quoi. Sur le coup, on se dit, c'est cool, au moins on va être tranquille, quoi. Donc c'était cool, mais pour le coup, on était très tranquille, parce qu'en fait, ils nous ont oubliés. Donc de 4h à 7h30 du matin, on n'a vu personne. Mais nous, on se disait que c'était normal. Enfin, en fait, moi, j'étais dans ma bulle, et je me disais, s'ils viennent pas, c'est que ça va. Enfin, c'est que ça fait partie du... Enfin, voilà, c'est comme ça, quoi. Je m'étais pas posé la question plus que ça. Et donc on a fait nos trucs, moi je lui avais fait une petite boîte à papa, du coup j'avais mis des trucs et tout, donc il a pris le temps de l'ouvrir. Alors un coup je lui disais, allez accélère là, pour ouvrir les cadeaux là, faire le cul. Et un coup j'étais là, regarde quand même je t'ai fait ça. Bon, bref, une femme qui est en train d'accoucher, quoi. Au début, on m'avait proposé, tu sais, les ballons et tout, mais en fait debout j'y arrivais pas, j'avais l'impression que mon ventre il pesait 1 tonne, donc j'étais mieux assise ou allongée, quoi.
Et puis vers 6h30, 7h, là ça commençait à être très dur psychologiquement parce qu'en fait, du coup, je m'étais dit, du coup j'en ai pour longtemps, vu ce qu'elle m'a dit. Et là j'avais très mal, c'était très rapproché, j'avais l'impression d'avoir à peine le temps de respirer, que ça repartait. Et là je me suis dit, et donc mon projet c'était d'accoucher sans péridurale. Et là je me suis dit, mais si j'en ai encore comme ça pour la journée, je vais faire la péridurale, c'est mort quoi. Donc là je commence à vraiment être dans le mal quoi, en mode je vais pas y arriver, pourquoi ils viennent pas nous voir, et puis à paniquer, et puis à me dire est-ce que je bip alors que j'aurais dû, je sais pas pourquoi j'ai pas bipé, mais en fait j'avais peur de les déranger pour rien, du coup je bipais pas, n'importe quoi. Je me rappelle qu'il y a un moment de toute la nuit, un seul moment où Flo m'a laissé 5 minutes pour aller faire pipi, j'ai cru que j'allais mourir, j'étais là, pourquoi il est parti ce gros con, il pouvait pas pisser plus tard. J'avais envie de faire pipi mais j'avais peur qu'il tombe dans les chiottes, du coup le bébé, du coup j'étais là, je sais pas quoi faire. Et du coup à 7h15 j'ai appelé ma sage-femme, parce qu'elle m'avait dit que voilà, on pouvait l'appeler même si c'était la nuit et tout. Et en fait après coup je me suis dit mais pourquoi j'ai pas bipé d'abord des gens de l'hôpital, enfin de la clinique, plutôt que de l'appeler à 7h du mat, elle dormait la pauvre. Oui allô. Et du coup là je lui explique, je lui dis voilà, je suis à la clinique depuis tant de temps, là j'en peux plus, je vais faire la péridurale et tout. Et du coup elle m'avait dit mais vous êtes ouvert à combien? Je dis je sais pas, ça fait un moment qu'ils sont pas venus. Et du coup Flo qui était là il dit on les a pas vus depuis 4h du matin. Et donc là elle me dit ah non mais ça c'est pas normal, ils vous ont oublié. Ah, elle me dit bon c'est pas grave, là il est 7h30, il va y avoir la relève, et du coup quand ils vont faire la transmission ils vont bien se rappeler que vous êtes là, donc il y a quelqu'un qui va venir, vous inquiétez pas. Et là elle m'a dit mais vu votre état vous allez pas tarder à coucher. Et moi je dis mais non pas du tout, ils m'ont dit que j'en avais pour la journée. Et elle m'a dit oui mais ils vous ont pas vu depuis 4h du matin, donc vous savez pas, vous attendez, à mon avis c'est pour bientôt et tout, essayez de marcher. Je dois marcher, c'est mort, je peux pas me lever, j'en peux plus là. Donc du coup bref elle m'a rassurée et tout. Et effectivement 5 minutes après il y a une fille qui arrive que j'avais jamais vue du coup, en courant, elle a dérapé comme ça sur la porte, elle a tout va bien. Et en fait après elle a pas dit qu'elle nous avait oubliés, mais bon voilà ça se voyait. Du coup elle était là bon ok allez on va faire le monitoring. Moi j'étais là le quoi? Le monitoring, ah faut revenir sur le lit. Et j'étais comme ça sur la chaise en mode je peux pas bouger, je vais mourir, je peux pas bouger. Du coup je me suis difficilement traînée jusqu'au lit, mais j'avais trop mal, elle arrivait pas à me mettre, elle me disait cambrer le dos. ouais c'est ça, ouais je vais cambrer le dos. J'en pouvais plus. Du coup là je commençais vraiment à l'envoyer chier, mais en mode humour cynique, vraiment en mode tu te fous de ma gueule toi. Et du coup elle m'a dit et du coup là au moment où je m'allonge, du coup mon corps commence à pousser. Une fois, 2 fois, puis elle faisait des allers-retours, elle repartait, elle revenait. Et là je lui dis bon là par contre je suis en train de pousser en fait. Et là elle me regarde et du coup elle était là laissez tomber le monitoring, je vais regarder le col. Je pense ouais. Et du coup entre temps moi j'avais dit je vais la péridurale et tout, parce que quand elle est arrivée j'en pouvais plus, donc elle avait appelé l'anesthésiste. Et elle regarde et elle me dit on va passer en salle d'accouchement. Et là j'ai fait ah ça va pas durer la journée en fait. Il était 8h, du coup j'étais trop bien, j'étais là ah trop cool, c'est bientôt fini. Quand on est passé en salle d'accouchement, pareil, il fallait que je marche jusqu'à la salle d'accouchement, j'avais l'impression que c'était l'autre bout du monde, alors que c'était en face, mais j'étais là, comment ça marchait. Bref. Et puis du coup la poche des os, en fait la poche des os aussi, elle s'était pas du tout percée encore à ce moment-là. Et moi dans mon esprit, j'étais en mode film sur Netflix, je pensais que la poche des os se rompait bien avant, enfin même limite avant les contractions quoi. Et jamais je m'étais dit que ça pouvait aller jusqu'au moment de pousser en gardant la poche des os. Donc pour moi j'étais là en mode non, en fait la poche des os elle est toujours pas percée, donc c'est pas du tout la fin quoi. Et en fait si, du coup je vais passer les détails, mais la poche des os elle a explosé et du coup elle m'a dit oh bon c'est pas la peine pour la péridurale. Ok cool, finalement je vais le faire sans péridurale. Et puis après ça allait vite, au final là j'étais hyper entourée et puis là t'as pas le temps de réfléchir quoi. Enfin, du coup ça a duré une demi-heure, 3/4 d'heure et il est né à 8h45 du coup. Ah oui. Voilà, le péripétie. Du coup en fait le moment de... Oui il est vite arrivé. Le moment de l'accouchement en fait s'est bien passé et heureusement d'ailleurs puisqu'ils nous ont oubliés. Mais du coup en fait on était dans notre bulle et tout et en fait le seul truc que je regrette un peu c'est c'est d'avoir pensé en fait que ça allait durer la journée et alors que juste j'aurais dû m'écouter et en fait arrêter de me tracasser pour ça parce qu'au final ça a pas du tout duré la journée et j'étais très contente de pas avoir fait la péridurale parce qu'en fait après une heure après j'étais en mode trop cool. J'étais tranquille et j'étais pas fatiguée et tout, fatiguée parce que j'avais pas dormi la nuit mais pas épuisée quoi.
Voilà, donc non, j'étais contente. Et ensuite, ces premiers jours. Et là, c'est là que je vais pas être très gentille avec le corps médical qui s'occupait de moi. Juste pour chacun vit sa maternité et sa parentalité, voilà. C'est unique. Chaque professionnel est différent, donc là ce que peut transmettre Charlène, je sais pas encore ce que tu vas dire, mais vu que tu dis que tu vas pas être très gentille, mais s'il y a des personnes du corps médical qui nous entendent, ou s'il y a des mamans qui l'ont pas du tout vécu comme ça, c'est ok, voilà, ça lui appartient à Charlène, c'est son vécu elle, c'est les professionnels qu'elle a rencontrés à cet instant T, mais ça ne vaut pas pour tous les professionnels de santé, je préfère le dire, parce qu'on est vite happé par des commentaires sinon qui disent que voilà, ils sont pas tous comme ça, oui on sait qu'ils sont pas tous comme ça, heureusement, voilà. C'est clair. Ce qui s'est passé, comme je l'ai dit, du coup cette nuit-là, il y a 8 femmes qui ont eu un bébé, en même temps que moi, ou dans les heures, en fait j'ai été parmi les premières des 8 au final, même si j'étais la dernière à arriver, Mais du coup, juste après moi, il y a eu toutes les autres donc, qui sont passées en salle d'accouchement. Donc du coup, les premières heures, en fait, j'ai été entourée, mais par des professionnels qui étaient dans le speed. Et c'est pas leur faute, c'est parce qu'il manquait d'effectifs. Mais du coup, un coup, en fait, on était seuls. Mais genre limite un peu trop seuls parce que du coup, on est là en mode qu'est-ce qu'on fait pendant 2 heures, qu'est-ce qu'on fait Et puis quand il passe, c'est en mode il a tété, on va essayer de le mettre au sein, blablabla. Et moi j'étais et après ils repartent et du coup on est là, waouh, j'ai pas eu le temps et du coup qu'est-ce qui s'est passé quoi. Et donc 2-3 fois il y a une fille qui est venue, c'est toujours la même, qui venait vérifier s'il avait fait sa tétée de bienvenue et au bout d'1h30, mais pour moi c'est passé en 5 minutes, mais au bout d'1h30 il avait toujours pas fait sa tétée de bienvenue de façon naturelle en prenant le temps. Du coup elle l'a mis au sein, donc c'est-à-dire c'est ça que ça commence à être voilà. Donc moi pour juste resituer, je savais que je voulais allaiter, mais je m'étais pas renseignée spécialement sur l'allaitement parce que pour moi ça allait se faire naturellement. Je savais juste que j'avais un de mes 2 seins qui était ombiliqué et que celui-là ça allait être plus difficile, mais je m'étais dit pour la première tétée ce sera l'autre et puis après petit à petit ça va se faire, voilà, sans me renseigner plus que ça sur je m'étais pas renseignée, mais en même temps j'avais quand même prévu des coquillages tu sais, pour les crevasses et tout, mais en me disant c'est vraiment au cas où parce qu'on me l'avait conseillé, mais sans me dire que ça pouvait arriver quoi. Et du coup donc en fait ce qui s'est passé c'est que elle lui tenait la tête. Alors, je me rappelle pas de tout, mais je me rappelle que de ça. Elle lui tenait la tête, elle me tenait le sein, ça me faisait super mal, et genre en fait elle le collait comme ça. Elle le collait et moi je me disais j'aurais pas fait ça comme ça, mais je suis pas pro donc je la laisse faire. Et en fait il a commencé à pleurer, et en fait elle continuait, et au bout d'un moment j'ai dit stop, je pense que là voilà c'est bon, il va pas mourir de faim, on va attendre un petit peu quoi. Et en fait, du coup, je pense que, je sais pas si sa mémoire a gardé ça, mais du coup, en fait, après, à chaque fois que mon sein était proche de son visage, il réagissait comme ça. Donc ça a été super, les premières heures, c'était très stressant. Parce que nous, en fait, comme on s'était pas renseigné, on savait pas non plus combien d'heures après l'accouchement c'était grave ou pas grave qu'il ait pas tété. On savait pas s'il était déshydraté ou si ça allait finalement, si c'était pas si grave que ça, on savait pas. Donc du coup on stressait un peu quand même. Et puis pour eux en fait du coup il fallait qu'ils tètent quoi. Donc on se disait s'ils pensent ça c'est que faut qu'ils tètent quoi. Il est pas bien, il est peut-être on avait un peu peur quoi. Et là du coup ça a été la ribambelle parce que du coup on était la famille qui avait du mal à allaiter, n'est-ce pas? Donc on a eu plein de professionnels différents, des super et des très mauvais du coup. Et donc il y en a une en particulier dont je me souviens qui était là les 2 premiers jours où je suis restée à la maternité, donc la journée. Et du coup c'était elle qui s'occupait de nous, j'étais ravie. Et elle voilà, c'était vraiment, elle forçait, elle me tirait le sein d'avoir le téton et tout. Et elle me disait ah là là mais s'il prend aussi mal vous allez avoir des crevasses. Et moi j'étais là c'est toi là qui est en train de me mettre des crevasses, tu me défonces les seins en fait. Et puis elle avait des remarques horribles quoi. Elle disait c'est un bébé feignant, il est feignant ce bébé. Et j'étais là je me souviens qu'elle avait une stagiaire le 2e jour et je voyais dans les yeux de la stagiaire qu'elle était dépitée mais qu'elle pouvait rien dire. Et du coup moi souvent j'étais prête à déborder et à insulter tout le monde. Et à chaque fois du coup dès que la personne quittait la pièce, Flo il était là calme-toi et tout, on rentre bientôt et tout, parce que comme on avait le suivi sage-femme, pour nous on rentrait, on allait rester 2-3 jours et on rentrait quoi. Sauf que comme on était la famille qui avait du mal avec l'allaitement, ils ont voulu nous garder, mais sauf qu'en fait ils nous l'ont pas dit en avance, c'est-à-dire qu'en fait le matin où on devait partir, ils nous ont dit non en fait vous restez. Et on est resté 6 jours en tout à la maternité. Ouais. C'était très long, c'était horrible.
Et toujours autour de l'allaitement en plus. Et toujours autour de l'allaitement. Et du coup, ce qui était difficile, c'est que... Enfin, moi, je trouve que c'était difficile, ce côté-là. C'est que du coup, la journée, c'est une personne qui donne ses conseils, avec sa façon de voir les choses, qui sont pas forcément des bons conseils, comme on a pu le constater, vu ce que j'ai vécu dès le début. La nuit, c'est quelqu'un d'autre. Et alors là, c'est qui tout double. Les 2 premières nuits, c'était une fille qui, je pense, n'avait pas envie de se faire chier, clairement. Enfin, c'est méchant à dire comme ça, mais... Voilà, dès qu'on l'a bipé, ça l'a saoulée. Quand c'était l'heure de la tétée, elle arrivait à allumer la lumière. C'est l'heure de la tétée, papa va lui changer la couche pour le réveiller. Et puis après, on essaye le sein, ok, alors qu'il dormait. Moi, j'étais là, d'accord. Moi, j'avais pas spécialement envie, là, tout de suite, mais bon, voilà. Et puis, c'était aucune patience, quoi. Bon, il t'aide pas. Bon, je vais chercher un biberon artificiel. Donc, du coup, nous... toujours pareil, comme on s'était pas spécialement renseigné, on était là, si elle propose ça, c'est qu'il doit être dénutri, enfin voilà, il faut... Donc oui, allez, on lui donne un biberon. Donc 2e erreur, en moins de 24 heures, du coup il a eu la tétine biberon et tout. Et du coup le lendemain c'était pire, enfin voilà. Il y a eu la toute première fois où il a vraiment réussi à prendre le sein, c'était le lendemain matin, mais il m'avait tellement trituré les seins que j'ai saigné direct, quoi. J'ai saigné, j'ai l'impression qu'il buvait du sang, quoi. J'étais là, qu'est-ce que c'est? Donc là, voilà, c'était l'hécatombe. Puis il y a eu plein de trucs. Du coup, comme il n'arrivait pas à téter, mais que moi je tenais à l'allaitement, ils m'ont fait tirer le lait, mais j'avais pas encore eu la montée de lait. Donc laisse tomber la montée de lait que j'ai eue. Mais tout ça, moi je savais pas. Donc moi je tirais mon lait normal. Après pareil, du coup, comme il t'était pas, on donnait mon lait au biberon, du coup, dès le début. Du coup, tout ce qui était bon à récupérer, on le récupérait. Donc j'avais toujours les trucs là pour récupérer, mais sauf qu'on m'avait pas dit qu'en fait ça stimulait comme si j'étais en train d'allaiter en continu. Donc tout ça c'était avant la montée de lait. Donc mon corps en fait il s'est dit ok, c'est un bébé qui boit beaucoup de lait. Et là, le 3e jour, les douleurs, c'était horrible. Et du coup le 3e jour, alléluia, ça a changé d'équipe. Et la journée et la nuit. Mais sauf que c'était trop tard, enfin, ça avait bousillé l'allaitement en 2 jours, c'était un peu trop tard. Enfin, j'ai quand même réussi à tenir 3 semaines en lui faisant boire mon lait au biberon, mais il a jamais pu téter correctement, enfin, c'était une souffrance à chaque fois. Je l'ai fait, mais c'était une souffrance à chaque fois. Et du coup, le 3e jour, il y a eu une infirmière et un auxiliaire de puériculture. Les 2, de toute façon, ils étaient en binôme, et ça se voyait qu'ils s'entendaient bien. Des perles, vraiment, je sais même plus comment ils s'appellent, mais... du coup, je me souviens que là, il y a eu aussi le baby blues du 3e jour. Donc ce jour-là, entre l'allaitement, la fatigue et le 3e jour, du coup, pendant le bain, je faisais que pleurer. Et du coup, il y a une des infirmières qui m'a vue, alors qu'elle était pas du tout... Enfin, elle passait par là et juste elle m'a vue et elle a vu que genre, les filles qui étaient présentes, elles s'occupaient pas de moi alors que j'étais clairement en détresse. Et du coup, elle m'a carrément pris sous son aile, elle venait me voir toutes les heures et tout. Et son collègue, du coup, pareil. Et donc c'est ce jour-là où j'ai eu la montée de lait. Et sauf que moi, en fait, on m'avait parlé de la montée de lait, mais je savais même pas ce que c'était. Enfin, je savais même pas ce que ça représentait et tout. Et du coup, d'un coup, j'étais là. J'arrivais plus à respirer. Tu sais, j'étais là. Et j'étais comme ça. Oh waouh, oh mais ça fait super mal. Et du coup, je bip là parce que j'étais là waouh. Et du coup, en fait, je passais ma journée les salaires et je me disais, mais s'il y a quelqu'un de ma famille qui débarque. Il y avait trop de questions ce jour-là. Et du coup, je me rappelle du gars, il m'avait trop fait rire. Il était rentré, l'auxiliaire de puériculture, il était là, oh waouh, les obus. Et du coup, j'étais là, ouais, du coup, je ne sais pas ce que c'est, je sais pas quoi faire. Il m'a dit, c'est la montée de lait. Et donc, c'est-à-dire. Et du coup, il m'a dit, mais personne ne vous a expliqué la montée de lait depuis que vous êtes ici? Bah non, bah allez-y, du coup, expliquez-moi. Du coup, il m'explique. Et il me dit, mais du coup, là, quand ça a commencé à monter, il aurait fallu que vous massiez au fur et à mesure. Mais bon, là, voilà, c'est trop tard. Donc, il me dit, bon, là, vous allez prendre une douche chaude. Vous essayez de faire sortir tout ce qu'il y a à sortir. Moi, j'étais là, mais je vais perdre du lait. Il faut pas que je perde du lait. Il était là, non, mais il y en aura du lait. Vu comment ils sont, il y en a, vous inquiétez pas. Et du coup, ouais, non, ça a été cool. Et puis pareil, il me disait, vous avez pas des feuilles de chou dans votre valise? J'étais là, des feuilles de chou, c'est quoi ce truc? Vraiment, la meuf pas du tout renseignée sur l'allaitement, quoi. Et bref, du coup, eux, ils ont été top, mais ça a pas du tout sauvé l'allaitement, enfin le début d'allaitement catastrophique. Donc forcément, ils prenaient pas assez de poids. Et puis du coup, c'était le moment de la courbe, tu sais, où ils perdaient un peu. Et donc en fait, ils ont voulu nous garder pour voir s'ils reprenaient. Donc là ça a été long parce qu'en fait le 4e jour, en fait la veille ils nous disent a priori demain vous partez, donc il faudra pas louper l'heure du petit déjeuner, blablabla. Donc là on se met le réveil, on se prépare, on s'habille, on prend notre petit déj et là à 8h30 du coup on était prêts et là on attend comme ça avec notre valise fermée et tout. 9h, vers nuit, 10h, le pédiatre passe, il regarde la feuille.
ok, il sort. Ok quoi? Ok, on peut y aller? Et du coup on était vraiment perdus quoi, on était là. Et du coup on fait quoi? On peut y aller? Il y a quand même quelqu'un qui va venir nous dire au revoir, enfin, tu vois, c'est bizarre quoi. Et du coup on sort dans le couloir, on peut partir ou... Ah, il vous a pas dit le docteur? Non, mais du coup non, vous restez encore parce que l'allaitement se met pas bien en place. Et on était là. Mais on a mis le réveil ce matin pour se préparer et tout, sinon on aurait dormi en fait. Il était 11h. Voilà, du coup on était dégoûtés. Donc on dit, on reste jusqu'à quand? Oh ben demain, puis on verra. D'accord. Et du coup ça a fait ça, donc 3 jours de plus. Et le sixième jour, on était en train de péter un caleçon. Au bout d'un moment, on a dit, voilà, on va rentrer chez nous en fait. C'est bon, on va pas le tuer notre enfant. On va le nourrir. Ça va se passer. Et du coup, on était rentrés, mais il fallait qu'on revienne tous les 2 jours pour qu'il le pèse, qu'il vérifie, qu'il prenait bien du poids. Et je me souviens aussi d'un moment aussi à la maternité où là, je commençais à me dire, il y a un problème avec l'allaitement parce qu'ils ont tous leur façon de voir les choses, personne dit la même chose. Il y a un problème, quoi. On est mal accompagné, c'est sûr. Et du coup, je tombe sur... je fais mes recherches sur Internet. Je tombe sur un article de la Leche League où il y avait écrit tout ce qu'il faut pas faire pour qu'un allaitement se mette bien en place. Et la liste, c'était tout ce qu'ils m'ont fait. Le forcer à être au sein, lui donner un biberon dans les moins de 48 heures avec la tétine, alors qu'il existe d'autres solutions. Il y a la seringue, il y a le petit fil et tout. Le dalle. Voilà. Donc, il y avait plein d'autres solutions, mais non, ils n'ont pas voulu s'embêter. Donc, voilà. Puis voilà, après l'accompagnement en soi, même psychologique, là, le feignant et tout, en tant que JE, je savais très bien que c'était pas possible, et puis en même temps, j'avais l'impression d'être novice, et j'avais pas voulu dire que je travaillais avec les enfants parce que j'avais peur qu'ils se disent, bon bah du coup elle sait, et du coup de pas du tout être accompagnée, mais en même temps je me suis dit, bah, finalement j'aurais peut-être dû le dire parce que là j'ai eu l'impression d'être pris vraiment pour la petite fille, la jeune fille de 22 ans qui sait pas où elle va avec son gosse, et voilà. Donc ça a été assez dur quand même. Après du coup on est rentré à la maison, donc j'avais mon tire-lait. Là le plus souvent possible j'ai essayé de l'allaiter, mais c'était tellement une souffrance que c'était vraiment 1 fois par jour et ça durait 2 minutes même pas. De toute façon il prenait mal le sein. J'avais vu des personnes, alors je crois que c'était un kinésiologue et ma sage-femme pour voir s'il avait des freins, mais apparemment non. Et pourtant, il avait tous les symptômes qui montraient qu'il pouvait avoir des freins parce que du coup, il prenait mal le sein et la façon dont il prenait le sein, ça pouvait ressembler à ça. Il dormait la bouche ouverte et complètement contorsionné et tout, donc il y avait quand même pas mal de trucs, mais bon, apparemment, il n'en avait pas, donc voilà. Et puis du coup, je tirais mon lait, donc c'était très fatigant parce que j'avais jamais assez de lait d'avance. À chaque fois, je mettais vraiment beaucoup de temps pour avoir ça de lait. Et du coup en fait voilà, il se réveillait toutes les 2 heures et donc toutes les 2 heures je lui donnais le biberon qu'on avait, je le rendormais, voilà, je regardais ça et je tirais mon lait pendant 20 minutes pour avoir ça de lait, je mettais au frigo et puis 2 heures après il se réveillait, je lui donnais du lait et j'allais tirer mon lait et c'était comme ça tout le temps quand on avait la famille. Du coup je m'isolais pendant 1/2 heure à chaque fois pour tirer mon lait, enfin, c'était une galère, mais bon j'avais trouvé mon rythme et puis ça me tenait à cœur, donc j'ai tenu 2-3 semaines comme ça. Et la 3e semaine Flo a repris le boulot en fait au bout de 11 jours, donc il a repris le boulot. Du coup le rythme était plus difficile à tenir et je me sentais seule quoi, du coup j'avais moins le soutien psychologique de quand il était là, la journée et tout. Et en fait il y a eu un jour en particulier où j'ai renversé la totalité du lait dans le lit. Et j'avais plus de lait d'avance et il hurlait de faim. Et du coup là j'ai appelé ma mère, je lui ai dit maman, amène-moi du lait en poudre. J'étais en pleurs et tout. Je sais pas comment j'ai réussi à l'endormir alors que pour moi il était en train de mourir de faim, mais bon je pense que non, mais voilà. Du coup j'ai réussi à l'endormir, quand elle est arrivée il dormait et du coup là, c'est là que ça a commencé du coup la transition au final et qu'on est passé en moins d'1 semaine au lait en poudre parce qu'en fait il fallait que je dorme quoi. Il fallait que je me repose et puis j'allais pas bien quoi, en fait je le vivais super mal, donc il fallait aussi que je sois bien pour que mon enfant soit bien, et le partage que je voulais avec lui à l'allaitement en fait du coup c'était plus du tout le cas parce que en fait je lui en voulais d'avoir envie de téter parce que moi j'avais mal, du coup j'étais là, ça sert à rien quoi. Donc après une fois qu'on était passé au biberon j'étais vachement plus sereine quoi avec lui et je profitais plus du moment du repas au final pour lui. Du coup l'allaitement très très chaotique et j'en ai vraiment beaucoup voulu à l'équipe. Peut-être que ça aurait été pareil si j'avais été suivie par d'autres personnes, mais au moins ça aurait été expliqué avec des termes plus simple à comprendre, ça aurait été mieux, j'aurais été mieux accompagnée quoi, psychologiquement et puis je pense qu'il y avait d'autres solutions, donc un peu chaotique l'allaitement. Et le fait de rester 6 jours à la maternité c'est très long aussi quand même, sans parler de l'allaitement c'est très long quoi, de lui faire prendre le bain tous les jours avec le brouhaha de tout le monde dans la pièce et c'est très long quoi.
d'avoir des heures pour le petit déjeuner et tout. C'est vraiment, je me souviens quand on est arrivé chez nous, c'était la libération. On a pris 6 ou 7 selfies sur le canapé. En fait, c'était super drôle parce qu'ils dormaient la plupart du temps, là, du coup, et on savait pas quoi faire, on ne savait même pas allumer la télé, on était là. Bon, on attend qu'il se réveille. C'était trop bien. Non, après, c'est vite passé cette période-là parce que la deuxième semaine, on a eu des visites tous les jours. On leur avait dit en fait de pas venir à la maternité, sauf nos parents, du coup. Après, on a eu quelques visites, ma meilleure amie qui est venue, mes cousins, mais vraiment très court et très peu. Et du coup, tous ceux qu'on n'a pas pu voir sont tous venus la deuxième semaine. Et ça nous a fait du bien aussi de nous sentir entourés. Et en même temps, c'était aussi fatigant. Enfin, le soir, on était vidés d'énergie, mais voilà, c'était cool quand même. Les chants d'émotion, les dents. Oui. Ah oui, après, j'ai eu les petites réflexions aussi, parce que du coup, comme je pouvais pas allaiter à souhait, pour le rendormir, je mettais mon doigt dans sa bouche comme ça pour faire genre que c'était le sein et pour pas qu'il ait tétine, pour éviter d'encore plus accentuer cette confusion sein-tétine, quoi. Et du coup, je me prenais des réflexions, ah mais tu vas pas pouvoir faire comme ça pendant longtemps, mais tu peux pas faire ça, mais le doigt, mais c'est sale et tout. Je fais ce que je peux, juste tant qu'il dort, c'est bon, quoi. Par rapport à tout ce démarrage quand même assez particulier, est-ce que tu penses ça a eu un impact sur ton vécu du postpartum, comment tu t'es quand même sentie soutenue, entourée, une fois que le lait, le côté alimentation c'est ok. Est-ce que ça a eu un impact, tu penses, sur le postpartum ou pas forcément Je sais pas trop. Je pense que ça a été dur de faire un peu le deuil quand même de cet allaitement que je m'étais imaginé, et puis en même temps j'ai pas trop pu en parler non plus. Enfin, en fait, les personnes avec qui j'en parlais, c'était dans le futur, du coup, des mamans, des copines qui sont devenues mamans, et du coup, je leur ai parlé à ce moment-là de ça, et en fait, c'est en parlant avec elles que je me suis rendu compte que j'avais encore des rancœurs, quoi, par rapport à cet allaitement, mais en soi, quand je le vivais, au moment où je le vivais, j'avais l'impression que j'avais accepté la situation, quoi. Du coup, je m'en suis pas trop rendu compte. Après, ce que je me souviens en termes de plus général, en termes du postpartum en général, ce qui était assez dur pour moi, c'était... en fait, j'étais tranquille à la maison, du coup, avec un bébé, mais tranquille quand même. Et j'avais pas l'énergie alors que j'étais à la maison. Et du coup, je trouve que ça, c'est dur dans la société, ou en tout cas dans ma vie à moi, c'était dur à accepter un peu pour l'entourage ou à entendre. J'étais à la maison, il dormait beaucoup, mais j'avais aucune énergie pour faire tout ce qui était vaisselle, tu vois, tout ça. Vaisselle, rangement... Et du coup, je me laissais tout le temps déborder. Flo, à ce moment-là, il faisait les 2-8, donc soit il commençait très tôt le matin, il était avec moi l'après-midi, soit il commençait plus tard la journée, et voilà, il rentrait tard le soir. Et du coup, c'était un peu cette solitude, quoi. Je pense que le truc le plus qui a pu être le plus difficile, c'était un peu cette solitude et le fait de se sentir un peu incomprise, en mode waouh, t'avais tout le temps et puis t'as rien fait, quoi. Et je me laissais tout le temps déborder, on se laissait tout le temps déborder par la vaisselle, par le linge, enfin voilà, j'avais vraiment cette sensation d'être sale, en fait. D'accord. Tu vois, que ma maison était sale, que tout était sale, bon, bref, que rien n'était rangé. Et ouais, du coup, un peu ce truc de... En fait, je culpabilisais en me disant « Ah, mais je suis quand même toute seule à la maison, et toute la journée à la maison, et genre, j'y arrive pas, quoi. » Et puis en plus, j'y arrive pas, et puis j'ai pas envie. Et alors, plus tu te laisses déborder, moins t'as envie de commencer, parce que tu sais pas par où commencer tellement il y en a. Donc ça a été long quand même, et ça a duré un moment, ça a duré vraiment un moment. Et après, sinon, avec Timothée, ça allait. En fait, les 3 premières années, ça allait quand même. Dans le sens où, comme j'avais les bases, du coup, en tant que JE, de connaître son développement, un peu savoir pour moi ce qui était bien pour mon enfant, etc., je savais où j'allais et j'étais sûre de moi, et du coup, j'avais pas tellement peur. Par contre, j'ai toujours eu cette crainte et après 3 ans. Après 3 ans, on verra. Je sais pas ce qui va se passer. Et ça, tu vois, c'était vraiment c'était ma seule crainte, mais sinon ça allait. Après, on a quand même eu un bébé cool, comme on peut dire, comme on peut entendre, dans le sens où il avait un rythme qui correspondait au nôtre. Et du coup, c'était plutôt cool pour nous les parents, voilà. Tu parles en termes de sommeil. Ouais, sommeil, et puis même en général, il était chill, quoi. Très chill comme bébé. Donc pour nous, c'était royal, quoi. Alors, en fait, on s'en rendait pas forcément compte, c'est plus quand on a eu
d'autres couples amis qui ont eu des bébés et eux, c'était plus difficile par rapport à leur rythme à eux et le rythme de leur bébé qui n'était pas le même. Et du coup, on se disait, ah ok, nous, c'est vrai qu'on se rendait pas compte quand même de la chance quand même d'avoir un bébé qui dort bien la nuit, enfin beaucoup, qui dort beaucoup la journée, qui s'endort vite, enfin franchement... Et puis en même temps, on ne s'est jamais mis de contraintes non plus, enfin on n'était pas... Ça c'était cool d'être sur la même longueur d'onde par contre, Flo et moi. On n'était pas en mode, dès 3 mois, faut qu'il dorme seul, faut arrêter de le bercer, pas du tout. Nous, c'était vraiment en mode... on se laisse aller, tant qu'on a envie de le bercer, on le berce, tant qu'il a besoin de notre bercer, on le berce. Et il a été très entouré, et nous on a été aussi très entourés du coup, parce qu'on avait nos familles qui étaient hyper investies dès le début. Moi je me souviens, le premier été, il avait 3 mois du coup, 2 mois. Et on était partis à Cazaux en vacances avec toute la famille de Flo. Et en fait là on avait un relais de ouf. En fait là on s'est rendu compte, la phrase il faut tout un village pour élever un enfant, c'était ça. C'est-à-dire que le matin, sa tati et sa maman en particulier, elles étaient hyper attentionnées envers Timothée et envers nous aussi, parce que du coup elles étaient là, rendormez-vous, on s'en occupe. Et du coup, franchement, ça a duré 3 semaines ces vacances-là, mais c'était vraiment une parenthèse géniale, quoi, parce qu'il avait à peine 2 mois. On avait quand même notre bulle à nous, et là on avait ce relais où du coup tous les soirs en fait il était bercé par quelqu'un de différent de la famille, mais du coup j'avais pas forcément moi à le bercer tous les soirs, et ça a aidé vachement je pense au niveau du postpartum pour se régénérer, quoi. Et puis après quand on est revenu, du coup il avait 3 mois, et je sais pas, est-ce qu'il se sentait assez en sécurité, est-ce que c'est juste son caractère, j'en sais rien, mais à partir du moment où on est revenu de vacances, du coup il s'endormait, on le posait, on avait juste à poser notre main, il s'endormait en 5 minutes, quoi. Ça a été assez... Enfin nous on était assez choqués quand même de ça, on était là, waouh, incroyable. Et puis du coup on a vite récupéré nos soirs en amoureux au final. Donc ça aide de ouf, pour se sentir soudés et pour aller bien en couple, aller bien en famille. C'est sûr qu'on a été hyper chanceux sur ça. Moi du coup j'ai passé mes examens donc quand il avait 4 mois. J'ai été majeure de promo. Félicitations. Et puis j'étais super fière aussi. Je me rappelle que j'étais super fière d'avoir réussi à avoir mes examens haut la main malgré tout ça quand même. Et ouais, voilà, j'ai des photos souvenirs qui sont cool, quoi. J'ai une photo où je tiens mon petit mémoire, j'étais enceinte de 8 mois, il était 4h du matin et j'avais fini enfin de le paraffer et tout. Donc non, c'est chouette, c'est des chouettes souvenirs. Et du coup, ce qui était cool en fait, c'est que comme j'étais apprentie, mon contrat s'est terminé un peu comme un CDD, donc j'ai eu droit au chômage. Et c'est comme ça que j'ai pu rester avec Timothée pendant un long moment. J'ai fait des remplacements en crèche, mais voilà, des petits remplacements. Mais du coup, ça m'a permis de le voir grandir, quoi. Clairement, sinon j'aurais pas pu le voir grandir comme ça. Et en fait, il y avait des journées, je me souviens, il y avait des semaines longues quand même où je me sentais seule, parce qu'en plus, on habitait quand même à la campagne. Donc, juste pour aller à la boulangerie, il fallait faire 20 minutes de route. Donc, il y avait des semaines un peu longues, j'avoue, où j'étais parler toute seule avec un bébé une semaine entière. Des fois, c'était un peu long. Mais je garde un très bon souvenir de ce moment-là, franchement. Du coup, pour terminer un peu sur le postpartum, en 1 ou 2 mots, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a le plus manqué durant ton postpartum? Qu'est-ce que tu aurais vraiment aimé avoir avec du recul aujourd'hui? De la compagnie. De la compagnie, et puis des discussions autour de la maternité hors médicale. D'accord. Bon, en fait, oui, de la compagnie. Parce que moi, du coup, j'avais que 22 ans. Donc, j'avais aucune copine qui était maman, quoi. Donc, ouais, vraiment de la compagnie. Et puis, parler plus du côté lien avec le bébé, les jeux, le quotidien, le ménage, tout ça. Et du coup, c'est vrai que quand on va chez le docteur ou chez la sage-femme, c'est pas du tout ça qu'on parle, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui t'est sorti par les yeux pendant le postpartum? Vraiment, tu t'es dit, c'est horrible, plus jamais. L'accompagnement pour l'allaitement. Enfin, le non-accompagnement. Le non-accompagnement, d'accord. Ou si tu devais faire autrement, si tu devais avoir un autre enfant... Ouais. Qu'est-ce que tu ferais du coup? Déjà je me renseignerais, bon maintenant je suis renseignée, mais c'est trop tard, mais maintenant je suis renseignée et du coup j'enverrai balader les gens qui font pas comme moi je veux, du coup, et qui sont
irrespectueux. Ok, merci. J'avais une autre petite question, parce que souvent ça revient, ça, quand on est maman, ou papa d'ailleurs, on se dit, ah là là, moi quand je serai maman, jamais je ferai ça, c'est sûr. Moi je veux que mon enfant il fasse ci, je veux lui apporter ça, etc. Qu'est-ce que toi tu t'étais dit, ça jamais? Et puis en fait, tu le fais un peu. Il y en a plein. Ou beaucoup. Ceux qui vraiment te parlent le plus, tu t'es dit... Je vais dire ceux qui m'est venu le premier à l'esprit. La télé. Les écrans. Mais j'ai tenu quand même bien. Après, c'est que ma famille, non, tu vois, ils ont pas... Enfin, notre famille a moins tenu que nous. Et du coup, après, t'es pris dans l'engrenage un petit peu. Et puis, nous, au fur et à mesure des années, on n'a pas forcément mis les limites qu'on aurait aimées ou qu'on s'était dit qu'on mettrait. Parce qu'à la base, vous vouliez quoi par rapport aux écrans? Au début, c'était pas d'écran, les recommandations, quoi. Pas d'écran avant 3 ans, après 20 minutes, Bon, en fait, il y a eu des écrans avant 3 ans, et maintenant qu'il a plus de 3 ans, ça dépasse 20 minutes large la plupart du temps, quoi. Il y a des fois où il regarde un dessin animé, il regarde pas 20 minutes de dessin animé, quoi. Il regarde le film, en fait. Et comment tu le vis? Je vivais très, très, très mal, et surtout, c'était sujet de dispute avec mon chéri. Parce que lui, du coup, c'était moins important pour lui, on va dire, qu'il y ait ces règles-là. Alors que pour moi, c'était vraiment... Il fallait pas, quoi. Et du coup, c'était un peu sujet de dispute. Je le vivais pas très bien. Et puis, assez récemment, en fait, j'ai un peu lâché prise en me disant que je pouvais pas être une mère parfaite, quoi. Voilà. Donc, mieux maintenant. Mais bon. D'accord. Mais il y a quand même des moments où je me dis qu'il faudrait réduire quand même. Il est pas tout le temps devant la télé, hein. Quand même, mais bon. Juste 20 heures sur 24. Il dort aussi parfois. Vraiment qu'à l'école, quoi. Ça semble la vie. J'aimerais terminer sur un bout de ton parcours aussi qui est en dehors du postpartum, donc ton fils aujourd'hui il a 5 ans, ça si je me trompe pas. Quelque chose qui serait important de partager aussi à toutes celles qui nous écoutent. Donc tu es éducatrice jeunes enfants, tu es du milieu, ok. On peut avoir tendance à se dire, étant donné que tu travailles là-dedans, ok, t'as eu le petit baby blues, dépression postpartum, normalement tu ne devrais pas en faire, et alors un burn-out parental, inentendable. Mais pourtant, tu acceptes aujourd'hui de nous en parler un petit peu, tu as fait, ou tu es peut-être encore un burn-out parental. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as découvert ça, et qu'est-ce que c'est rapidement le burn-out parental? Alors en fait, comme je disais tout à l'heure, j'étais sûre de moi pour les 3 premières années de sa vie en mode là c'est bon, finger in the nose, je sais ce que je dois faire, je sais ce qui est bon pour lui et tout, donc ça va. Et après 3 ans, j'étais un peu en mode je sais pas je sais plus en fait, qu'est-ce qui va être normal dans son développement, par exemple. Je savais par exemple qu'à 2 ans il y avait la phase de l'opposition et que c'était une phase normale et que j'avais juste à cadrer mais ne pas me faire tout un tracas parce qu'il y avait cette phase de l'opposition. Mais après 3 ans, je me disais mais s'il fait une crise là, est-ce que c'est moi qui n'ai pas géré en tant que parent et du coup il fait des crises? Est-ce que c'est normal dans son développement? Enfin j'en savais rien. Donc du coup, cet inconnu me faisait peur déjà de base et je pense que du coup, ça n'a pas aidé pour la suite. Donc j'ai eu des prérequis de crainte et de peur. Et en fait, je m'étais mis la barre très haute parce que je voulais être la maman idéale que je m'étais imaginée. Donc très à cheval sur des choses qui étaient bien, pas bien pour moi, etc. Et du coup, je me suis pas rendu compte tout de suite, j'ai mis du temps à me rendre compte que je faisais un burn-out du coup. Parental, parce qu'en fait il y avait plein de choses qui se liaient. Il y a eu le moment où du coup c'était la même période où j'ai arrêté de travailler à la MAM du coup, et en fait un des facteurs qui a fait que je voulais arrêter à la MAM, c'est parce que du coup je travaillais 5 jours par semaine, donc tous les mercredis il était avec sa grand-mère, les soirs en fait même si j'allais le chercher à l'école à 16h30 par exemple, en fait il restait avec moi au travail, donc à la MAM jusqu'à 18h et parfois plus s'il y avait beaucoup de ménage ou quoi. Le matin, il venait avec moi pour 7h30 pour ouvrir à la MAM. Et du coup, je trouvais que même pour lui, c'était un rythme un peu difficile. Et en fait, moi, j'avais l'impression de passer un peu à côté de... C'était sa première année à l'école. Et j'avais l'impression de passer à côté de sa vie, en fait. Et donc ça, plus tous les autres facteurs, ont fait que j'ai voulu arrêter à la MAM. Et donc du coup, je me suis dit... Tout ira mieux quand je ne serai plus à la MAM, puisque c'est ça le problème. C'est le fait que je vois pas assez mon enfant, c'est le fait que... Voilà.
Du coup, l'année suivante, donc pour sa 2e année d'école, il a changé d'école. Et là, du coup, je pouvais l'amener pour 9h, aller le chercher pour 16h30, passer tous mes mercredis avec lui. Et en fait, assez vite, je me suis rendu compte que je prenais pas trop de plaisir en fait à passer tous mes mercredis avec lui, que c'était même dur. Et que petit à petit, j'appréhendais quoi. J'appréhendais quand venait le mardi, j'étais vraiment en mode demain c'est mercredi. Limite, j'étais déçue parce que j'allais pas pouvoir bosser sur mes projets. Et du coup, je culpabilisais de ressentir ça. Donc, du coup, j'en parlais à personne. Et ça va passer. Et puis, il y a eu un moment où. Il y a eu un moment où. Ça passait plus. En fait, il y a eu un moment où... en fait, ça se fait petit à petit. Donc, il y a eu un moment où ce qui passait plus, c'est que... en fait, je m'étais mis un peu en mode robot, du coup. Les journées que je passais avec lui, je prenais pas de plaisir, mais j'étais quand même comme j'étais avant avec lui. C'est-à-dire que je prenais sur moi et j'étais en mode robot. Donc, je faisais ce qu'il y avait à faire et voilà. Et je restais toujours à cheval sur mes principes, etc. Et en fait, il y a eu un moment où j'arrivais plus... En fait, du coup, je commençais à être quelqu'un que je voulais pas être avec lui. Donc, à lever le ton plus que d'habitude, plus fort que d'habitude, à avoir des mots que j'aurais jamais dit avant. Je suis pas horrible avec mon enfant, mais... par rapport à qui j'étais avec lui, c'était vraiment très différent. Et lui, du coup, à la même période, du coup, c'était explosif de ouf à la maison. Mais j'ai pas fait du tout le lien, au début, évidemment. Et c'était explosif à la maison, c'était très dur. Et même pour Flo, du coup, c'était très dur, quoi. En fait, on se disait, il a des problèmes de comportement, quoi. Enfin, on se posait vraiment des questions parce que il était... on pouvait pas... ça a toujours été, mais c'était pire, en fait. On pouvait pas en placer une... Flo et moi on pouvait pas se parler parce que voilà, ça débordait, ça partait en crise tout le temps. Les repas c'était pas du tout plaisant, en fait tout était conflictuel quoi. Tout était dans le conflit. Et du coup tout était dans le conflit aussi entre les parents du coup, puisque voilà, cercle vicieux quoi. Du coup je me rendais compte que j'étais pas comme d'habitude avec lui. Et en fait malgré le fait que je me rendais pas compte que c'était ça, que c'était un burn-out parental, j'ai quand même réussi à le verbaliser à Flo en lui disant écoute, je me reconnais pas en fait, là t'as vu comment je lui ai crié dessus tout à l'heure, ça c'est pas moi quoi. Et en fait lui du coup savait pas non plus ce que c'était, donc un peu dur d'accompagner quelqu'un que tu sais pas ce que c'est, quand tu connais pas. Mais du coup lui il me disait, ce qui m'a blessée encore plus, mais c'était pas voulu, mais en gros il me disait que le fait que je crie c'était normal pour lui et que c'était peut-être ça le vrai moi et pas ce que j'avais été depuis 3 ans. Donc là dur. Enfin 4 ans du coup, mais donc là c'était dur pour moi parce que j'étais en mode c'est horrible en fait. Et moi je le ressentais pas du tout comme ça, je sentais vraiment que j'étais pas dans mon état normal. Et en fait ce qui me faisait culpabiliser c'était vraiment le fait d'avoir tout ce que je voulais et que ça aille pas quoi. Donc ça c'était dur. Et du coup, comment j'ai su que c'était ça ? En fait, c'est un peu le hasard. Donc du coup, j'ai rencontré Astrid Guépin dans le cadre professionnel qui fait des conférences autour du burn-out parental notamment. Et du coup, elle m'a embauchée en fait en tant que vidéaste pour filmer une de ses conférences qui était sur le burn-out maternel en particulier. Et du coup, c'est ce jour-là, en filmant la conférence et en écoutant du coup la conférence, que je me suis rendu compte que c'était ça. Parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'elle parlait de tous les symptômes et de tout ce que ça pouvait donner en fait concrètement en donnant des exemples, c'était exactement mot pour mot tout ce que je vivais. Donc je me suis mise à pleurer discrètement derrière ma caméra pendant le truc. Et du coup, je suis rentrée et j'ai dit à Flo, faut que je te montre ce que j'ai filmé ce matin, c'est exactement ce que je vis. Mais c'était vraiment, c'était l'évidence, quoi. C'était mot pour mot, incroyable. Le fait d'avoir d'abord la phase où tu te sens comme un robot, tout ça, et puis après d'être dissocié des émotions de l'enfant et d'avoir moins de rancœur à crier et tout. Et en fait, tout ça, j'étais waouh, en fait, je suis pas horrible comme personne, juste j'ai fait un burn-out, quoi. Et en fait, du coup, ce qui était plutôt pas mal, c'est que, en gros, donc ce qu'elle expliquait, entre autres, parce que je vais vite là, mais
En gros, elle expliquait qu'on a les stresseurs et les ressources, et que du coup, plus on a de stresseurs, plus on a de risques de faire un burn-out, que ce soit parental ou professionnel, ou voilà. Et donc, du coup, en fait, il faut rééquilibrer soit en baissant les stresseurs, soit en augmentant les ressources. Et donc, par exemple, en baissant les stresseurs, ça peut être être moins dur envers soi-même, et par exemple, on était carré sur les écrans, bon ben là t'es pas bien, autorise-lui les écrans, quoi. Enfin, il va pas mourir, c'est une fois, enfin voilà. Il y avait tout ça, ou par exemple le fait d'être tellement, en fait de vouloir tellement bien faire que du coup on se met soi-même la pression, et ils disent d'ailleurs que souvent c'est les parents en fait qui se mettent beaucoup la pression dans l'éducation qui finalement font un burn-out parce que du coup ils se mettent la pression forcément. Mais ça pouvait être aussi par exemple, alors moi c'est pas mon cas par exemple, mais ça peut être une maman qui veut tout faire maison absolument et jamais acheter de petits pots, et du coup elle va se mettre une pression monstre sur ça, alors qu'en fait ce jour-là elle était pas bien, elle aurait acheté un petit pot, donc c'est pas grave quoi. Enfin, et du coup c'était tout ça, et je me disais oui, ça alors pas pour cet exemple-là, mais ça ressemble quand même à ce que je vis, quoi, parce que moi je me disais tous les mercredis je vais faire des activités avec lui, et en fait finalement comme j'en avais pas envie, je les faisais quand même, mais j'en avais pas envie, quoi. Et du coup se dire là c'est pas grave si ce mercredi on fait rien, quoi. Enfin, voilà. Donc il y avait tout ça, donc voilà, stresseur, et puis dans les stresseurs il peut y avoir d'autres choses annexes qu'on peut retirer en discutant avec son conjoint par exemple, et du coup qui peuvent nous aider un peu. Et dans les ressources, du coup augmenter les ressources, quelque chose qui nous fait du bien, donc moi par exemple c'était la danse, voilà. Et du coup ce qui est bien, c'est que, enfin ce qui est cool pour moi, c'est que avant de savoir que j'avais fait un burn-out, comme je sentais que j'allais pas bien, mais j'avais déjà commencé à faire ça en fait. Du coup ça a confirmé que je faisais les bonnes choses. Mais du coup, moi qui avais dit je serai là tous les jours à 16h30, quand je voyais que j'étais pas bien, plusieurs fois j'ai dit en fait il va rester à la garderie, quoi, parce que là je me sens pas apte à passer la soirée en fait à le gérer, quoi, tout simplement, parce que j'étais pas bien. Et du coup j'allais chercher plus tard, mais en fait du coup ça me permettait de me dire lui il a passé une bonne soirée, quoi, il s'amusait avec ses copains, et voilà. Donc du coup la conférence m'a permis aussi de déculpabiliser de tout ça, de me dire ok, juste en fait t'as rééquilibré tes ressources et tes stresseurs, t'es pas une mauvaise mère parce qu'il est resté 3 fois à la garderie, c'est pas grave. Voilà. Et du coup ce qui était cool, c'est que le fait de le savoir après, j'ai pu plus l'appuyer auprès de Flo aussi, et de dire voilà, en janvier on va faire ça pour que j'aille mieux. Et donc dès janvier, en fait à partir du moment où je l'ai su, c'est trop bizarre, à partir du moment où je l'ai su, du coup ça allait mieux, enfin juste de le savoir en fait, d'avoir posé le mot dessus, voilà. Alors j'avais toujours peur que ça revienne, et c'est toujours un peu le cas quand même, dès que je sens que j'ai du mal, j'essaie de vite rééquilibrer, mais au moins je peux agir vite, c'est ça qui est cool. Mais du coup, dès janvier, par contre, lui, le jour et la nuit, son comportement. À partir de la rentrée après Noël, c'était... parce que du coup, c'était juste avant Noël que je l'ai su, que j'avais fait un burn-out. Et du coup, à la rentrée de janvier, un ange, quoi. Enfin, le jour et la nuit, rien à voir. On était là à la maison, cucu les petits oiseaux, tout se passe bien. Et ouais, on était choqués, quoi. On était choqués. Alors après, il y avait aussi des travaux à la maison en même temps. On faisait des travaux de la cuisine, du coup, c'était un bordel. Bon, il y a plein de trucs à côté du coup qui avaient augmenté le stresseur, du coup, créer son entreprise, voilà, tout ça. Mais ouais, et du coup là encore aujourd'hui il y a vraiment des moments où j'ai encore des angoisses et tout par rapport à mon rôle de maman. Et du coup dès que ça m'arrive, voilà, dans les semaines qui suivent, j'essaie de rééquilibrer, m'octroyer un jour ou 2 toute seule, ou 3. Enfin, voilà. Maintenant, tu mets plus vite les outils en place. Oui, voilà. Ouais, parce que je sais ce que c'est, du coup. Déjà, j'ai pas envie de re-aller dedans autant que ce que j'étais. Donc, en fait, c'est dès que je sens un épuisement, en fait, avant d'être au burn-out, quoi. Dès que je sens l'épuisement, ou le côté où je deviens en mode robot, ou même les côtés où je commence à me dissocier et à être moins connectée en fait avec lui, là direct je me dis ok, je vais moins le voir les prochaines semaines, mais après ça ira mieux, et c'est cool, quoi. Ouais. Ah, c'est génial. C'est génial comme partage, parce que je pense que beaucoup de parents le vivent, ça. Alors peut-être à des degrés différents, peut-être pas aussi fort, ou il y en a peut-être c'est que les prémices, mais le fait de le savoir, ne serait-ce que ce côté stresseur et ressources,
Rien que ça, déjà, tu te dis, ah ouais, c'est vrai qu'en fait, j'ai pas beaucoup de ressources pour moi. Et ça montre aussi l'importance de, quand on dit, il faut prendre du temps pour soi, etc. C'est vrai que des fois, on se dit, oui, mais j'ai pas le temps. Et oui, mais si on ne prend pas ce temps-là, en fait, à un moment donné, ça peut, alors pas pour tout le monde, mais quand même, ça peut vite basculer. Et pour rattraper derrière, c'est un gros travail, quoi. Là, tu as fait quand même un gros travail. Et comme tu dis, là, le hasard a bien fait les choses. C'est chouette que tu aies pu entendre ça. Ça permet de se pas se sentir fou aussi, quoi. Ouais, franchement, j'avais l'impression de perdre la tête, quoi. J'étais là, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Puis vraiment, il y a ce syndrome de ne pas être légitime à ressentir tout ça, alors que ça faisait 1 an que je voulais ça, et là, je dors gelée, et non, ça passe pas, quoi. Est-ce que, comme tu dis, ce syndrome, est-ce que tu penses que c'est le fait d'être EJE ou ça n'a rien à voir, c'est juste... Je pense que ça peut arriver à tout le monde. Après, le fait d'être JE, ce qui est dur, du coup, c'est de savoir. C'est de savoir, de connaître l'impact de tes mots, de savoir ce que ça peut faire au cerveau de l'enfant, tu vois, et de pas réussir à faire autrement, en fait. Donc, du coup, après, ce qui est cool, c'est que comme je suis... comme j'ai des ressources et tout, j'arrivais à revenir vers lui, à m'excuser et tout, mais c'était fait, quoi. Donc c'était ça, quoi, qui était dur. En fait, c'est pour ça que EJE, ça m'a aidé à avoir des outils pour mettre en place des choses avant même de savoir que j'étais en train de faire un burn-out et tout. Et en même temps, tu sais tu sais l'impact de tes mots, de tes actes, de... Bon, du coup, merci Charlotte, je suis désolée, je voulais pas qu'il y ait autant d'émotions qui sortent, mais en même temps... Bon, oui, je savais. Mais c'est normal, c'est partie de la vie. Alors du coup, avec tout ce que tu as pu nous partager de ton vécu de maman, j'aimerais qu'on finisse juste sur un mot ou une phrase que tu aimerais transmettre à des futurs parents ou des nouvellement parents. Voilà, quelque chose qui te dit vraiment, moi j'aurais aimé le savoir, du coup j'aimerais vous le transmettre aujourd'hui. Que toutes les émotions sont légitimes, même si on a un peu ce syndrome, moi j'appelle ça le syndrome du riche, mais tu vois, un peu en mode, t'as l'impression que t'as des problèmes, enfin comment dire, t'as l'impression que tes problèmes sont pas légitimes. Tu peux pas avoir de problème parce que toi, ta vie elle est bien, quoi. Ta vie elle est bien et t'es favorisé quand même. Toi t'as une maison, tu manges, t'es pas SDRE, et du coup moi j'avais beaucoup ce syndrome là, et donc du coup bref, toutes les émotions sont légitimes, même si on a une belle vie, une belle maison et tout ce qui va bien, mais c'est légitime d'être dans l'ambivalence en fait quand t'es maman ou papa et qu'on n'est pas seul en fait, même si on se sent seul et que c'est dur de trouver des ressources parfois, il y en a plus qu'on croit, même si les gens ils en parlent pas. Comment t'as fait pour trouver tes ressources? Déjà j'ai toi. Non mais j'ai la chance d'avoir mes 2 plus proches amis du coup qui sont JE, ça aide un peu. Non mais c'est vrai, du coup je suis quand même bien entourée, quoi. Et ça, et puis après c'est un peu... Voilà, les personnes sur mon chemin, voilà, c'est tombé comme ça, Astrid et tout, voilà, par exemple. Mais, et puis après, parce que je me connais aussi, et du coup, moi, j'ai pas de crainte si je me sens pas bien, à aller voir ma psy, il y a ça aussi. Donc, voilà, ne pas hésiter à s'écouter, à prendre rendez-vous, et que ce soit psy ou autre. Mais puis, voilà, sortir un peu du... Enfin, en fait... trouver d'autres ressources en dehors du corps médical qui pour le coup restent quand même très souvent sur le côté médical, et même si mon médecin m'a déjà dit et vous comment vous allez, c'est pas là que tu vas déballer ta vie, tu sais très bien qu'il a un rendez-vous juste après, et voilà. Enfin, même si ça m'est arrivé de parler de ce que je pouvais ressentir, ça dure 30 secondes et puis voilà, il donne 2-3 conseils, c'est pas ça qui fait qu'on va mieux, quoi. Voilà. Merci beaucoup Charlotte, trop chouette. Et bien en tout cas ça m'a fait trop plaisir de pouvoir t'interroger, parce que même si Charlotte tu n'es moi, je connais un peu ta vie quand même, mais ça me fait du bien que tu puisses partager ça, aux autres aussi, mine de rien, voilà, vous n'êtes pas tout seul et toute seule à vivre ça. Donc merci beaucoup Charlotte. Avec plaisir.